la qualité dans le bâtiment. Donc à l'origine, le Qualibat ne faisait que de la qualification métier, donc de 1949 jusqu'à 2014. Et 2014, quand est arrivé le RGE, eh bien, Qualibat a répondu à un appel d'offres et a obtenu donc la possibilité de délivrer des certificats RGE. Et donc aujourd'hui, cette activité représente 80% de l'activité de Qualibat. Donc c'est plus des 3/4 de notre activité. Donc c'est une part très très importante aujourd'hui. Alors on ne fait pas ce que l'on veut, hein. On est accrédité par le COFRAC, qui est l'organisme suprême de qualification en France, et donc qui vient régulièrement nous auditer dans les commissions, au siège et dans les agences, afin de vérifier que l'on travaille bien conformément à une norme qui a un nom un peu barbare, NFX 50091, et également selon des procédures qui sont intérieures. Donc voilà pour vous présenter l'organisme. On va pouvoir passer à le slide suivant. Donc comment fonctionne Qualibat? Eh bien, on travaille donc par le biais d'agences. Je vais vous les décrire dans les slides suivants. Donc l'idée, c'est d'avoir des agences qui répondent au téléphone ou au courrier à la demande des entreprises. On envoie donc des dossiers à remplir suite aux demandes des clients pour des qualifications ou des mentions RGE. Les salariés Qualibat donc, vont vérifier et demander des documents qui pourraient manquer aux clients qui postulent. Et une fois que le dossier est complet et conforme, on le soumet donc à des membres de commission qui sont des instructeurs de dossiers. Donc, ils vont vérifier la qualité des dossiers présentés, donc voir s'ils sont effectivement complets et conformes. Il y a deux parties. Une partie donc administrative où on demande notamment une mise à jour au niveau de l'Orsaf, la caisse des congés payés. Donc, il y a un certain nombre de documents réglementaires à fournir pour attester que l'entreprise est bien à jour. Et puis, une deuxième partie qui est plutôt technique. C'est pour ça qu'on s'adresse vers des professionnels qui vont instruire des dossiers. Et donc, la partie technique reprend des exigences réglementaires, des photos et des respects de normes avec des preuves à fournir. Et une fois que le dossier a été instruit, il y a une fiche d'instruction qui est présentée dans une commission. Et donc, ces commissions siègent à peu près au minimum une fois par semestre par département. Et pour les départements où il y a beaucoup de clients avec beaucoup de dossiers à présenter, on peut aller jusqu'à 3 ou 4 réunions par semestre. Ça fait à peu près 8 par an pour les départements où il y a le plus d'activités. En moyenne, sur la délégation du Grand Est, il y a 32 commissions sur l'année. Donc, il y a 108 commissions sur toute la France. Chaque département a sa commission départementale. Elle est composée de 3 collèges. Donc, il y a un collège entreprise qui est composé de professionnels qui sont adhérents soit à la CAPEB, soit à la FFB. On essaye d'avoir 50% de représentation de chaque organisation professionnelle, et donc qui couvre l'ensemble des métiers que nous qualifions, et donc ce sont eux qui vont instruire les dossiers. Il y a un collège intérêts généraux qui sont représentés par notamment des directeurs de services techniques, donc des techniciens qui ont des compétences transverses. Et puis également, on a un collège utilisateurs qui sont notamment des architectes, et qui sont souvent les présidents des commissions, parce qu'ils ont une vision transverse sur les dossiers. Et donc, cette commission, quand elle s'est réunie et qu'on présente les dossiers, donc il y a la fiche d'instruction qui est lue avec un avis favorable ou défavorable. Il y a un échange sur le dossier et la commission peut être appelée à donner trois positionnements sur ce dossier. La première, c'est l'attribution. On considère que la commission de professionnels considère que le dossier est complet conforme, en conséquence de quoi elle attribue la qualification et la mention RGE si elle est demandée. Il peut y avoir un refus de qualification avec une demande de complément. Le dossier n'est peut-être pas complet ou ne répond pas au cahier des charges, donc il y a un refus, et ça peut être définitif si le dossier est complètement ne répond pas du tout au cahier des charges, ou alors une demande de complément parce que le dossier est incomplet. Il peut y avoir également une décision de retrait de qualification, puisqu'il y a des mises, ce que l'on appelle, il y a des questionnaires tous les ans à fournir avec une mise à jour, et si les documents ne sont pas à jour ou s'il y a une révision tous les 4 ans, eh bien, on peut procéder à un retrait de la qualification parce que les éléments fournis ne collent pas avec le cahier des charges.
Alors, bien entendu, il peut y avoir un recours qui est possible. Donc, si la décision de la commission est contestée, il y a possibilité pour le représentant de l'entreprise d'établir un courrier qui serait lu en commission pour éventuellement apporter des éléments supplémentaires pour revoir la décision, ou il peut y avoir aussi une présence du dirigeant qui vient plaider son dossier, expliquer et donner des réponses aux questions qui sont posées. Donc voilà pour le fonctionnement de Calibat. Et si on regarde par la suite le fonctionnement de la… Voilà, on peut passer au slide suivant. Si on regarde le fonctionnement de Calibat pour la délégation Grand Est, donc vous avez une agence à Reims qui va couvrir donc la partie Champagne-Ardenne, donc Ardennes, Marne, Aube et Haute-Marne. Donc Chani et Mylène donc, sont à Reims pour gérer les 4 départements. Vous avez une agence à Metz donc, où Sophie et Agnès gèrent la partie Moselle et Meuse. Une agence à Strasbourg qui va gérer donc, le Bas-Rhin, une agence à Mulhouse qui va gérer le Haut-Rhin et une agence à Nancy, la dernière, qui est le siège régional de Calibat, là où est mon bureau. Donc, où on va retrouver donc, une chargée d'affaires, Julie, qui va gérer la Meurthe-et-Moselle, une autre, Laurence, qui va gérer les Vosges, et on va avoir la gestionnaire d'audit, Blandine, j'en parlerai tout à l'heure, qui va piloter l'ensemble des audits sur l'ensemble de la délégation, donc des 10 départements. C'est piloté depuis Nancy. J'ai également un animateur à mes côtés qui a une quinzaine d'années d'expérience chez Calibat, qui est basé à Strasbourg et qui accompagne les chargés d'affaires sur le côté un peu plus technique, spécifique des dossiers. Et moi-même, délégué régional, je suis présent depuis cet été, l'été dernier, depuis le 15 juin chez Calibat, où j'ai un parcours notamment de 13 ans chez Kiloutou, où j'ai côtoyé le monde du bâtiment pendant plus de 13 ans en dirigeant une région. Et je suis également fils d'artisan, donc électricien, et donc je sais ce que c'est que l'activité du bâtiment, puisque j'ai baigné dedans dès ma jeunesse. Donc voilà comment est coordonnée l'agence, les agences et le fonctionnement de la délégation sur le Grand Est. Voilà, on va pouvoir passer au slide suivant et commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va passer même au slide suivant, puisque celui-là, il est introductif. Il me semblait important, c'est un slide que j'ai rajouté, de vous présenter l'écosystème RGE pour que vous puissiez comprendre, ça peut paraître un peu mystérieux pour certains d'entre vous, comment fonctionne le RGE, qu'est-ce que c'est et quel est l'écosystème, quels sont les différents acteurs. Donc, et mon introduction sur le sujet se terminera ici, on rentrera vraiment dans le vif du sujet après, mais ça me semblait important de vous expliquer un petit peu qui sont les acteurs dans le RGE. Donc, tout d'abord, vous avez au niveau des exigences réglementaires, donc vous avez les ministères donc, qui vont publier des décrets, des arrêtés, des lois. Et donc, vous allez avoir comme intervenant le ministère du Logement, le ministère de la Transition écologique notamment, qui vont intervenir, qui vont prendre des décisions, des arrêtés. Et donc, ce sont ces décrets et arrêtés que nous, Calibat, devons appliquer sur le terrain. Donc, ce sont bien les pouvoirs publics qui sont les décideurs de tout ce qui est RGE. Donc, l'exigence réglementaire est donc par des ministères. Il y a des discussions avec des tables rondes, notamment le RGE. C'est un sujet qui a été posé sur la table par les ministères en début 2019. Et pendant 1 an et demi, donc toute l'année 2019 et jusqu'à mi-2020, il y a eu des concertations, des groupes de travail. Les pouvoirs publics sont venus en voulant durcir les contrôles sur le RGE et notamment s'inspirer de la réglementation du photovoltaïque, réglementation qui imposait un nombre d'audits de manière automatique, c'est-à-dire que sur le photovoltaïque, vous avez donc 7% des audits qui sont automatiquement donc contrôlés donc par des audits et donc un chantier tous les 14 est automatiquement audité. Cette proposition a été posée sur la table des discussions et les organisations professionnelles et les organismes ont dit ben oui, mais on peut pas appliquer cette loi comme ça. Ça va pénaliser les entreprises qui sont déjà lourdement, comment dirais-je,
impacté par tout l'administratif et les coûts. Et donc, du coup, il faut trouver un compromis. Donc, le compromis est le texte qui est paru cet été en juin et en juillet, que je vais vous expliquer par ailleurs. Et donc, c'est un compromis suite à des discussions et des échanges. Donc voilà pour l'exigence réglementaire quand elle arrive. Vous avez aussi la propriété et la gestion de la marque RGE. Donc là, on va avoir l'ADEME, qui est donc le bras armé, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, des pouvoirs publics. Donc elle est chargée, l'ADEME, de mettre en œuvre cette réglementation-là sur le terrain. Et c'est notamment pour Qualibat un des organismes avec lesquels nous sommes en relation pour mettre en application les arrêtés et décrets qui paraissent. Donc, ça appartient bien donc au pouvoir public, cette marque de l'ADEME, cette marque RGE qui est gérée par l'ADEME. Alors après, vous avez plusieurs organismes qui vont être chargés du contrôle, hein, donc s'il y a des écarts forcément. Et donc, du coup, vous avez la DGCCRF qui intervient, la répression des fraudes, qui va intervenir sur le terrain pour lutter contre les éco-délinquants. Vous avez aussi la direction départementale de la protection des populations qui peut intervenir également. Donc là, ces deux organismes-là, notamment, vont avoir un rôle de contrôle avec des sanctions au tribunal qui peuvent tomber par la suite. Vous avez ensuite des organismes qui peuvent intervenir en termes de conseil. Donc, ça va être par exemple tout le réseau FER, l'ANIL, qui vont donner notamment des conseils aux professionnels, aux particuliers, et qui vont orienter, notamment, je pense au réseau FER. Vous avez la liste des entreprises qui sont RGE sur le réseau FER, et on peut consulter, les particuliers peuvent consulter les entreprises qui sont à jour de leur mention RGE. Pour information, le réseau FER, donc cette liste est synchronisée avec la base de Qualibat, et puis de qualité ENR, hein, donc en direct avec des mises à jour toutes les nuits. Donc vous avez une photo qui est vraiment à jour sur le site FER. Et puis ensuite, vous avez un autre acteur qui sont les organismes de formation, donc ces fameux organismes qui sont privés et qui vont délivrer l'indispensable formation FIBAT. Et donc, ils sont présents sur toute la France, ils sont indépendants et donc eux sont chargés de donner une attestation qui est obligatoire pour pouvoir prétendre avoir une mention RGE. Et puis, vous avez un autre acteur, trois autres acteurs qui vont être les organismes de qualification, tels que Qualibat que je représente ce soir, Qualifelec qui va plutôt être orienté pour les électriciens et Qualité ENR qui est plutôt tourné vers les énergies renouvelables et tout ce qui est production de chaleur. Donc, du coup, autour du RGE, donc vous allez avoir la partie loi par le pouvoir public, la partie contrôle, donc par notamment la répression des fraudes, la partie conseil par le site FER, les organismes de formation et les organismes de qualification. Voilà, ça me semblait important de vous tracer un peu le périmètre de ce fonctionnement RGE. Et donc, je vais pouvoir passer maintenant à la suite, puisque j'ai terminé maintenant mon introduction, et arriver vers les deux échéances qui nous ont touchés ces derniers temps. Alors, la première, elle date du 1er septembre 2020. Elle n'est pas l'objet ce soir de la présentation que je vais vous présenter, mais c'est simplement par culture, pour information. Et il va y avoir un impact également dans les changements dans notre manière de travailler. Alors, le 1er septembre 2020, c'est la date de l'application de la loi dite Negelen, qui est un député vosgien qui a porté une loi visant à lutter contre les éco-délinquants. Donc, pour vous résumer très brièvement cette loi-là, donc l'obligation d'afficher donc le numéro de téléphone quand vous appelez, la multiplication des amendes, donc qui sont multipliées par 7 par rapport à l'ancien dispositif, et également, et c'est ça qui nous intéresse notamment chez Qualibat, la possibilité de diligenter des audits sur des entreprises suite à un faisceau d'informations. Auparavant, il fallait une plainte d'un particulier pour que l'on puisse faire quelque chose chez Qualibat notamment. Là, maintenant, ça peut être qu'un faisceau d'informations. Donc, du coup, on va avoir la possibilité d'être un peu plus présent dans la lutte contre l'éco-délinquance qui nous touche depuis déjà maintenant un moment. Et c'est compliqué, c'était très compliqué d'avoir des plaintes au niveau des particuliers. Bien souvent, ce sont des isolations à 1 euro et les particuliers ne voulaient pas avoir d'ennui puisque ça ne leur avait coûté qu'1 euro et ne voulaient donc pas dénoncer les entreprises et donc on avait du mal à les attraper.
Donc, du coup, cette loi est en application depuis le 1er septembre. Et les premières condamnations sont tombées. Alors, il y a déjà eu des condamnations qui sont tombées au mois de septembre, au mois de décembre, pardon, pour les premières, avec des peines importantes, avec des amendes importantes pour des grosses entreprises et qui sont souvent positionnés en région parisienne. Les gros éco-délinquants sont basés dans le 93 et en région parisienne. Alors, il y en a aussi en province, mais les plus gros sont là-bas. Et puis, ce qui nous réunit ce soir, ça va être donc l'application, effectivement, au 1er janvier 2021, depuis maintenant un mois et demi, de cette évolution RGE avec 5 grandes modifications, évolutions que je vais maintenant vous expliquer. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, merci. Donc, le décret 2020-674, voilà, on va pouvoir passer à la suite. Donc, ce décret-là, je ne vais pas vous le lire parce que il faut le décrypter. Il est assez indigeste, je dirais. Donc, du coup, le compte-rendu, voilà, ce que je vous affiche à l'instant est disponible. Ça pourra vous être, ce diaporama pourra vous être diffusé. Et vous avez les liens, je vous ai mis le lien pour aller chercher le texte pour ceux qui voudraient le lire de manière très précise. Donc, si vous voulez le chercher, vous avez le lien qui est ici. Et ce que je vais vous faire aujourd'hui, donc ce soir, ça va être une explication précise, un décryptage de ce texte-là. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Et donc, on en arrive maintenant au vif du sujet. Donc, que retenir de cette évolution de cette réglementation RGE? La première des choses, c'est qu'avant, on parlait de domaine. Vous aviez un domaine 1, 2, 3, 7, 8. On ne parle plus de domaine. Le mot domaine est remplacé par le mot catégorie. Donc, on change de mot. Et on change également au niveau de la qualification. On passe de 12 domaines à 17. Donc, en fait, les pouvoirs publics ont voulu plus coller à l'activité métier. Je vais vous donner un exemple du raisonnement qui a été adopté pour faire cette ventilation de domaines en catégorie. Par exemple, pour ceux qui étaient dans l'isolation en domaine 8 l'année dernière, eh bien, aujourd'hui, la catégorie 8 a été éclatée en 3 familles. Donc, l'isolation a été éclatée en 3. Donc, l'isolation extérieure, l'isolation intérieure et l'isolation des planchers bas. Donc, les pouvoirs publics sont partis du raisonnement qu'il y a les façadiers, donc c'est un métier façadier, c'est un métier. L'isolation intérieure va être faite plutôt par des plaquistes. Et puis, il y a des entreprises qui sont spécialisées pour le soufflage au niveau des planchers bas. Donc, la segmentation des catégories a été faite sur la base d'un raisonnement de métier. Donc voilà, donc les pouvoirs publics ont publié donc une catégorie, une grille de reclassement, et c'est sur cette grille de reclassement que Qualibat s'est reposé pour faire son reclassement dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Alors donc, on peut passer au slide suivant, puisque cette fameuse grille de l'ADEME, vous allez pouvoir la voir, et c'est une des principales diapositives à retenir ce soir de la présentation de ce soir, puisque ce tableau-là résume le reclassement et les évolutions qui ont eu lieu donc, dans la nuit du 31 au 1er janvier. Donc, que s'est-il passé? Donc, sur la colonne de gauche, vous avez les anciens domaines tels qu'ils étaient pratiqués jusqu'au 31 décembre. Sur la colonne de droite, vous avez les nouvelles catégories donc, que l'on retrouve à partir du 1er janvier de cette année. Elles sont actives depuis le 1er janvier. Vous avez des points rouges sur des lignes. Ce sont les lignes ou les catégories sur lesquelles elles sont dites critiques, sur lesquelles les audits sont renforcés. Je reviendrai plus dans le détail tout à l'heure. Les lignes qui sont en bleu sont les lignes qui sont concernées par la nouvelle réglementation, et celles qui sont en saumon sont exclues des évolutions de la réglementation au 1er janvier. Alors, je vais tout de suite commencer par les saumons. Je vous parlais tout à l'heure du solaire photovoltaïque. Eh bien, vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, le solaire photovoltaïque, le domaine 4 de l'ancienne réglementation, devient la catégorie 18 solaire photovoltaïque. Elle n'est pas concernée par les évolutions de la réglementation 1er janvier, puisqu'elle dépend donc d'un arrêté du 9 mai 2017. Donc, du coup, on est hors décret 2020-674, donc on n'est pas concerné au niveau du photovoltaïque. Il n'y a pas de changement. Idem pour la géothermie et puis les audits énergétiques. Nous sommes sur des réglementations qui sont hors périmètre du décret. Donc, du coup,
ce que je vais vous expliquer à l'instant ne concerne pas ces 3 catégories-là. C'est pour ça que vous voyez parfois 19 catégories ou 17, c'est qu'en fait, les catégories qui sont en saumon ont été retirées. En fait, on parle de 12 à 17. Alors, donc, sont donc concernées donc, toutes celles qui sont en bleu. Et ce que je vous propose, c'est de balayer l'éclatement des domaines en catégories pour que vous puissiez comprendre comment le reclassement a été fait. Donc, le domaine 1, de l'an passé, chauffage et ou chaude au bois, eh bien, est éclaté en 2 catégories. Donc, la catégorie 3, appareils hydrauliques fonctionnant au bois, et catégorie 4, appareils indépendants fonctionnant au bois. Les 2 ont un point rouge, donc ça veut dire que ce sont des catégories dites critiques, et donc ça veut dire qu'il y aura 2 audits pour un cycle de RGE, donc quand vous avez une quadriennale pour 4 ans, donc ça veut dire qu'il y aura non plus un audit, comme c'était le cas l'année dernière, mais 2 audits dans un cycle de 4 ans. Pour le domaine 2, chauffage et ou eau chaude solaire, donc là, ça change simplement de libellé, ça devient la nouvelle catégorie, donc catégorie 2, équipement de chauffage et de fourniture eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire. Vous n'avez pas de point rouge au bout de cette ligne-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de renforcement des audits, vous restez à un audit pour un cycle de 4 ans. Pompe à chaleur, domaine 3 l'année dernière, est éclaté en 2 nouvelles catégories. Donc la catégorie 5, pompe à chaleur pour la production de chauffage, et donc la catégorie 6, pompe à chaleur pour la production d'eau chaude et sanitaire. Vous voyez qu'il y a 2 points rouges, donc ça veut dire que ces 2 catégories-là sont des catégories dites critiques avec un renforcement des audits. Je passe au domaine 4, on en a parlé tout à l'heure. Domaine 5, chaudière à haute performance énergétique ou micro-cogénération gaz ou fioul. Là, il n'y a pas d'éclatement dans le reclassement, il y a simplement un changement de libellé, ça devient catégorie 1, chaudière à haute et très haute performance énergétique et micro-cogénération gaz. Pour le domaine 6, les fenêtres, volets et portes extérieures, là, c'est éclaté en deux catégories, donc catégorie 9, isolation thermique des parois vitrées verticales, et catégorie 10, isolation thermique des parois vitrées en toiture. Vous n'avez pas de point rouge au bout de ces lignes-là, donc on reste avec un audit sur un cycle de 4 ans. Sur le domaine 7, isolation du toit, c'est éclaté donc en 3 catégories, donc il y a du changement dans ces catégories-là. Donc catégorie 13, isolation thermique des toitures terrasses. C'est là où on va notamment, parce que j'ai déjà eu des questions, trouver notamment le sarking. La catégorie 14, isolation thermique des combles perdus avec un point rouge. Donc là, du coup, il va y avoir donc des audits renforcés. Et catégorie 11, isolation thermique par l'intérieur avec rampant. Pas de contrôle supplémentaire. Le domaine 8, isolation des murs et planchers bas, je vous en parlais tout à l'heure. Donc catégorie 11 avec l'isolation thermique par l'intérieur, 12 isolation thermique par l'extérieur et 15 isolation thermique sur local non chauffé avec des audits renforcés pour cette catégorie-là. Pour le domaine 9, système électrique hors ENR, donc ne change pas c'est pas éclaté, on change simplement de libellé, donc ça devient émetteur électrique. La ventilation, équipement de ventilation mécanique, donc on est là aussi sur un changement de libellé. Et le domaine 12, offre globale de rénovation, ça change de libellé aussi, 17 bouquets de travaux, mais pas de changement sur les renforcements d'audit et sur l'évolution de la réglementation. Donc en résumé, vous avez dans ce tableau-là, ça résume effectivement ce qui s'est passé donc, au niveau de l'éclatement des anciens domaines et des nouvelles catégories. Ce tableau vous permet de comprendre comment ça s'est effectué. Et puis, vous voyez également les points rouges sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. On va revenir sur cette réglementation puisque ce sont surtout là où il y a des points rouges que vont s'appliquer un certain nombre de modifications. Voilà, donc on va pouvoir passer à la suite. Monsieur Lefebvre ? Oui. J'en profite, comme ça vous avez le temps de reprendre votre souffle, pour rappeler à tout le monde que si vous avez une question ou une remarque, il vous suffit ou de lever la main, pas physiquement, hein, de cliquer sur lever la main, ou alors de marquer vos commentaires ou vos questions dans la partie discussion ou conversation, je ne sais plus comment ça s'appelle, ou encore sur questions-réponses. Voilà. Et on répondra au fil de l'eau ou alors à un moment donné de la présentation. Merci. Merci.
Alors voilà, donc je vous ai fait une présentation qui est une grille de l'ADEME, mais parfois, vous le savez, un petit dessin, des fois, vaut mieux qu'un long discours. Et donc, certains de mes collègues ont rédigé cette maison-là. Donc, ça a été modifié, amélioré par le siège. Donc, c'est une maison officielle. Et donc là, vous allez retrouver toutes les catégories de travaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez les retrouver dans cette maison-là. Donc, vous avez tous les systèmes de chauffage, tous les systèmes d'isolation. Et vous retrouvez donc toutes les catégories. Alors, il y a une petite… je vous ai donné les catégories de 1 à 17. Là, vous allez remarquer qu'elles sont numérotées 113, 110. En fait, pour un reclassement informatique chez Calibat, on a rajouté un 10 ou un 1 devant la nomenclature de l'ADEME officielle. Donc, si l'ADEME vous parle de catégorie 5, pompe à chaleur pour la production de chauffage, elle s'appelle 105 pompe à chaleur. Je vous parlais tout à l'heure du sarking, on vous l'a mis entre parenthèses, je vous parlais tout à l'heure de catégorie 13, elle s'appelle 113, isolation des toitures, terrasses et toitures par l'extérieur, et on entend souvent parler du mot sarking donc dans la profession, donc on vous l'a rajouté entre parenthèses pour que ça parle à tout le monde, parce que le mot sarking, on ne le retrouve pas dans la nomenclature de l'ADEME. Donc voilà, du coup, vous avez un résumé du tableau que je vous ai montré dans cette maison qui est normalement aujourd'hui complète. Voilà, on peut passer à la suite. On a une question par rapport au fuel. Oui. Donc, il n'y a plus de fuel aujourd'hui dans les catégories? Si, on les a on les a vus tout à l'heure. Si vous reprenez avant, chauffage. Des gaz ou fuel, hein. La Oui, c'est ça. D5. Oui, c'est la D5, oui. Voilà. Alors Elle est là. effectivement, je pense que ce qui crée le trouble, c'est que désormais en face, on voit chaudière à haute ou très haute performance Oui, énergétique oui. et micro-cogénération gaz. Donc il Gaz. n'y a plus de mention du fuel. Oui, il n'y a pas de mention du feu. Alors ça, il faut que je regarde. Parce que malgré tout, ce qui est surprenant, alors il faut que je reprenne mes tableaux, mais alors c'est vrai que la plupart des aides sur le fuel n'existent plus. Oui. Mais sauf erreur, il y a malgré tout encore, que ce soit au niveau de l'ANA local ou en certificat d'économie d'énergie, des aides possibles sur le fuel. Oui, alors ça, effectivement, c'est une question pointue. On ne me l'a pas posée encore, celle-là. Merci, j'ai bien fait d'être là ce soir. Et donc, du coup, ça Ah va bah me oui, permettre… vous êtes dans l'aube, hein, c'est… Bien, bah oui. Voilà. Et j'ai appris d'ailleurs tout dernièrement qu'il y avait du fuel donc à base de colza qui avait un label écologique. Que la filière se battait pour qu'effectivement il y ait des aides sur le sujet. Donc voilà, donc je vais poser la question et puis je vous redirai pour cette mention fuel qui effectivement ne paraît pas dans la nouvelle catégorie de l'ADEME et donc on ne retrouve pas sur la maison. Effectivement. Ok. Voilà, merci. Voilà, donc on va pouvoir passer à la suite. L'arrêté du 3 juin 2020. Donc lui, on va pouvoir passer le titre. Donc lui, l'arrêté du 3 juin 2020 sur le slide suivant va vous… Voilà, donc je vous ai remis le texte avec le lien pour ceux là aussi qui voudraient aller chercher le lien original, qu'on ne va pas lire ce soir, mais que je vais vous décrypter à partir de la diapositive suivante. Voilà, et donc que dit ce texte? Eh bien, en fait, il y a la création de deux familles, la famille A et la famille B. Donc la famille A est les systèmes, donc système c'est tout ce qui est production d'énergie, et la famille B, ça va être tout ce qui est, là elle est bien nommée, c'est isolation. On va retrouver donc les catégories qui sont dites critiques dans d'isolation dans cette famille B, et les catégories dites critiques de production d'énergie dans la famille A. Alors, le slide suivant est un peu plus évocateur que celui-là, puisque le suivant explique où sont répartis les domaines critiques. Donc, je reviens à mon tableau de tout à l'heure où il y avait donc les points rouges. On va retrouver, donc si vous avez suivi, il y en avait 6. Et donc, les 6 points rouges qu'on avait dans notre tableau de reclassement de l'ADEME, on va retrouver ces 6 points rouges ici dans la famille A et la famille B. Donc, il y en a 4 dans la famille A, donc chaudière, biomasse, bois indépendant, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique, et 2 dans la famille B, l'isolation des combles, isolation sur local non chauffé. Donc pourquoi les pouvoirs publics ont voulu isoler ces 6 critères-là, renforcer les audits et les mettre dans ces 2 familles-là? Eh bien parce que ce sont les activités donc, où les résultats en audit sont les moins bons, et là où également où il y a des éco-délinquants.
Et donc, le changement qui a été fait donc, pour ces deux familles-là, c'est que dorénavant, il y a 2 audits à réaliser, donc un dans un délai des 24 premiers mois du cycle de qualification, plus un audit avant l'échéance du cycle. Donc, avant, quand vous étiez avec une qualification et une mention RGE en quadriennal, l'audit était déclenché avant les 24 mois, donc chose qui va encore être faite aujourd'hui. Mais quand vous êtes sur ces 6 catégories-là dites critiques, il y aura la création d'un deuxième écart majeur, et donc il sera fait celui-là entre le 24e et le 48e mois. Donc, il y a une petite exception pour les entreprises qui seraient actuellement qui auraient plus de 2 ans dans leur cycle RGE. Ils sont jusqu'à la fin de leur cycle, donc exonérés de écartés de cette nouvelle réglementation, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de deuxième audit. Alors, on n'a encore pas lancé les audits en 2021, donc depuis le 1er janvier, parce qu'on est en train effectivement de mettre dans notre système informatique cet avantage pour certains, et donc pour qu'on ait des listes qui soient justes et qu'on puisse déclencher les bons audits et que les entreprises sur lesquelles on n'a pas à déclencher d'audit soient écartées. Donc, j'avais la direction de Qualibat dans l'après-midi, on arrive au bout de mise à jour, et donc on devrait normalement pouvoir lancer nos audits normalement dans les jours qui viennent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on reste sur un audit par cycle quand on est sur les lignes bleues de tout à l'heure avec l'ancienne réglementation. Pour tout ce qui est catégorie dite critique, et bien là, il y a sur ces 6 familles-là donc un deuxième audit qui sera déclenché dans la deuxième partie de vie de qualification. Voilà, au bout de 2 ans, il y aura un contrôle, et 2 ans après, sur ces catégories-là, il y aura également un contrôle. Donc, voilà, on peut passer à la suite. Je ne sais pas si ça fait l'objet d'un… Alors peut-être que si, j'anticipe. Pour ceux qui ont plusieurs domaines de travaux, comment ça se passe au niveau du… On cumule tous les audits parce que je suppose que ça va être une des questions. Je pense notamment aux plombiers chauffagistes qui souvent sont vernis d'un point de vue RGE. Comment ça se passe pour eux? Alors, je pense que je vais pouvoir répondre à votre intervention sur le slide d'après, si ma mémoire est bonne. Marche. Très bien. Je pense que voilà. On n'avait pas répété, mais on est synchronisé finalement. Ouais. Il me semblait bien. Ça continue comme ça. Et effectivement, donc, il y a également les organisations professionnelles sont intervenues parce que les pouvoirs publics, effectivement, voulaient des contrôles de partout. Et là aussi, il y a eu discussion et les organisations professionnelles sont intervenues pour dire vous ne pouvez pas taper dans tous les sens et il y a des exceptions. Et donc, on arrive encore sur un compromis. Donc, effectivement, pour les plombiers chauffagistes, c'est de se dire que qui peut le plus peut le moins. Il y a donc des catégories dites gigognes. C'est qu'on part du principe qu'une entreprise qui a la compétence pour installer des chaudières biomasse, elle a également les compétences pour les appareils de bois indépendants. Donc, du coup, quand on va aller faire des audits, on va plutôt aller faire des audits sur des chaudières biomasse et de donner donc l'équivalence donc également pour les appareils de bois indépendants. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet gigogne. Donc qui peut le plus peut le moins. La réciproque n'est pas valable. Donc c'est pour ça que chez Qualibat on va être très vigilant pour aller plutôt cibler des chantiers de chaudière biomasse. C'est-à-dire que si vous avez les deux catégories et qu'on déclenche un audit sur l'appareil bois indépendant, il faudra refaire effectivement. Et ça répond à votre question, Monsieur Favin, c'est qu'effectivement, il faudra déclencher un deuxième audit de chaudière biomasse, ce qui serait vraiment dommage, parce qu'il y a un effet gigogne. Donc, on va aller recenser pour les entreprises celles qui ont les 2 qualifications, et on va aller plutôt identifier des chaudières biomasse pour éviter à l'entreprise de payer un deuxième audit, mais d'avoir quand même l'équivalence comme si l'audit avait été fait, elle aura donc l'équivalence, la mention RGE également sur la catégorie 4 quand on aura fait un audit sur la catégorie 3. Il en est de même pour les pompes à chaleur et pour les chauffe-eau thermodynamiques. On part du même raisonnement, c'est qu'une entreprise qui a le savoir-faire pour installer une pompe à chaleur part du principe qu'elle maîtrise aussi la pose de chauffe-eau thermodynamique. Donc là aussi, on va aller cibler des audits sur les pompes à chaleur et d'attribuer une mention RGE sur la catégorie 6 chauffe-eau thermodynamique. Donc, ça c'est la bonne nouvelle, oui, pour les professionnels qui sont concernés.
Qu'en est-il par exemple, d'un professionnel qui ferait à la fois de l'isolation de plancher bas, de l'isolation de comble perdu et de l'ITE, c'est-à-dire en fait 3 domaines critiques, si j'ai bien suivi Alors, la présentation. oui, oui, chaque domaine critique a ses audits. Donc 2 audits dans chaque Oui, domaine, c'est-à-dire pour cette oui. entreprise, 6 audits sur une période de 4 ans. Pour l'entreprise qui allait, oui, oui, oui. D'accord, voilà. Ok, non mais parce que autant que autant que Moi, je suis. qu'on réponde à la totalité des cas, c'est-à-dire là en l'occurrence pour les chauffagistes, c'est plutôt un assouplissement entre guillemets concernant effectivement la qualification et ces catégories gigoles, mais il y a le cas aussi de ceux où il n'y a pas de catégorie, enfin il n'y a pas de catégorie gigogne et où on va cumuler le nom, enfin les audits pour chaque catégorie de travaux. Oui, tout à fait, parce que dans le fond, les pouvoirs publics veulent vraiment multiplier les audits pour contrôler, on va en parler tout à l'heure aussi dans les grilles d'audit, pour s'assurer d'une qualité régulière sur les chantiers, effectivement chasser les éco-délinquants, et donc c'est pour cette raison-là que les audits ont été multipliés. Sur cette slide-là, il y a aussi, et ce n'est pas affiché, mais ça me vient à l'esprit, il y a chez Calibat aussi la possibilité d'avoir des dispenses dans quelques cas précis. Donc, si il y a des chauffagistes, par exemple, ce soir à cette visioconférence, et que vous êtes client chez Calibat et chez Qualité ENR, il y a possibilité, dans certaines conditions, de prendre les audits qui sont faits chez Qualité ENR et de faire des dispenses chez Calibat. Donc, alors on ne sait pas forcément qui est chez Qualité ENR, mais toujours pareil, on fait l'effort, hein, je dirais, et de ne pas taxer les entreprises, et donc plus que de raison, et simplement au minimum de ce qui nous est demandé. Donc du coup, on n'est pas là pour faire de l'argent, donc on n'est pas là pour facturer comment dirais-je, de l'audit à tout va. Donc si vous êtes adhérent, enfin client chez Qualité ENR et que vous avez fait un audit récemment, dites-le à la gestionnaire d'audit quand elle vous envoie vos demandes d'audit, et elle étudiera si effectivement on peut faire ce qu'on appelle chez nous une dispense, et vous fournissez on regarde s'il est éligible pour nous, et s'il est éligible, qu'il a les bonnes dates et les bonnes catégories, on le mettra dans votre dossier, on fera une dispense, et puis ça vous évitera d'avoir un audit supplémentaire. Voilà, j'en profite pour le dire au passage, parce que l'année dernière, on a fait énormément d'audits en fin d'année dernière, et on a fait relativement beaucoup de dispenses. Voilà. Okay. Ça me semblait important de le dire. C'est bon à savoir, effectivement. Voilà, donc on va pouvoir passer à la suite. Les évolutions des règles d'audit. Donc voilà, c'est le sujet effectivement où il y a beaucoup de changements. Donc avant la réforme, donc il fallait fournir 2 références par domaine. Depuis le 1er janvier, il faut fournir 5 références par catégorie, alors avec un minimum de 2 références. Alors là aussi, vos organisations professionnelles préférées sont intervenues, ont pesé de tout leur poids pour dire bah oui, mais si on a des artisans qui sont avec plusieurs métiers pour pouvoir travailler correctement dans un périmètre autour de chez eux, ils sont obligés d'avoir plusieurs métiers, donc ils vont avoir plusieurs catégories, et ils n'ont pas forcément à chaque fois 5 références par catégorie à présenter, et donc du coup, vous, pouvoir public, vous allez écarter des bons professionnels établis depuis longtemps, et vous allez les pénaliser en les écartant. Donc du coup, il y a eu des négociations sur ce sujet-là, et donc une tolérance a été comment dirais-je, obtenue, et vous allez pouvoir la lire, si ma mémoire est bonne, dans le slide suivant, où vous avez un extrait du texte. Et donc, concernant la tolérance, donc je vous lis, là c'est un copier-coller et avec des réductions pour simplifier, donc on a simplement fait des coupés-collés du texte. Donc l'entreprise déclare à l'organisme au moins 5 chantiers par catégorie de travaux en cours ou achevés depuis moins de 48 mois, parmi lesquels l'organisme choisit de façon aléatoire le ou les chantiers à auditer. Si l'entreprise n'est pas en mesure de déclarer 5 chantiers par catégorie de travaux, elle peut déclarer moins de 5 chantiers à raison de 2 chantiers, donc minimum par catégorie de travaux, à l'organisme, et on justifie la raison. Donc, c'est-à-dire qu'on revient là à une tolérance avec l'ancienne réglementation, avec deux chantiers à déclarer. Voilà, donc il suffit simplement de faire sur un papier en tête de l'entreprise une déclaration sur l'honneur en disant que vous n'avez pas eu les 5 chantiers sur la période, que vous n'en avez que 2 à présenter, et que donc
C'est pour cette raison que vous présentez ces 2 chantiers-là. Et voilà, et du coup, vous n'êtes pas, on ne vous impose pas les 5 références comme c'était prévu initialement. Voilà, donc on va pouvoir passer à la suite. Donc, concernant la sélection des chantiers à auditer, il y a également des choses qui vont changer. Donc, je viens de vous le dire, donc cette possibilité, donc c'est la loi qui impose de demander 5 chantiers par catégorie, mais finalement une tolérance à 2. Mais à terme, ça va changer. Donc, il va y avoir donc une plateforme qui va être mise en ligne par les pouvoirs publics, qui devrait arriver, je ne sais pas quand, mais qui va arriver, qui est en construction actuellement. Et donc, tous les chantiers qui sont aidés vont être déclarés sur cette plateforme, rattachés à des entreprises, avec des sirènes et des sirettes. Et donc, c'est pour ça que vous avez dans les dossiers qui vous sont envoyés en ce moment ou dans les dossiers que vous allez recevoir, il y a 3 lignes qui sont rajoutées en bas de l'engagement RGE qui est assigné, par laquelle on vous demande l'autorisation par l'entreprise de la transmission de ces données qui est obligatoire. Vous devez transmettre les données. Pourquoi? Parce que les données de chantier vont être mises dans un fichier sur Internet qui appartient au pouvoir public et dans lesquels ils vont pouvoir regarder ce qui se passe. Et c'est notamment, il y aura 2 impacts. Le premier, ça va être de pouvoir garantir le caractère aléatoire des audits pour renforcer la crédibilité du dispositif RGE. Donc l'idée, c'est de lister tous les chantiers qui sont faits. Et plutôt que d'aller dans des listes qui sont fournies encore aujourd'hui, c'est d'aller chercher de manière aléatoire, comme c'est fait d'ailleurs actuellement pour le photovoltaïque. Le photovoltaïque, Qualibat et Qualitener sont reliés directement au consuel. Et donc, on va, aller chercher de manière aléatoire des chantiers que l'on va auditer. Donc, pour en fait ne pas tomber que sur des chantiers qui ont été préparés par les entreprises et que la qualité soit constante. Il y a également derrière cette plateforme-là une idée de lutte contre l'éco-délinquance, parce que vous l'aurez compris, les éco-délinquants ont des pratiques commerciales plutôt très agressives, créent des entreprises qui sont éphémères, qui sont créées et qui disparaissent. Et donc, du coup, avec des entrepôts maquillés, des camionnettes blanches qui interviennent le matin, qui repartent le soir. Et donc, on a du mal à les attraper. Donc, du coup, là, les pouvoirs publics vont pouvoir rattacher tous les chantiers aidés à une entreprise, identifier les entreprises qui viennent d'être créées et qui auraient des activités brutalement importantes, qui pourraient paraître suspectes. Et donc, du coup, déclencher des audits ou déclencher des contrôles. Donc, Qualibat, on fait partie avec la DREAL d'un groupe pilote au niveau national pour la lutte contre l'éco-délinquance. Et il y a beaucoup de moyens qui sont actuellement mis en œuvre pour rassembler les informations et pour aller lutter contre les éco-délinquants et les neutraliser. Donc, je voulais vous parler de cette possibilité-là. Donc, c'est la 5e et dernière modification dans la liste des réformes RGE. Donc, c'est l'autorisation de pouvoir, comment dirais-je, donc donner son autorisation pour que ça soit en ligne et qu'on puisse, nous, ensuite déclencher les audits de manière aléatoire. Il y a une question sur le fait l'entreprise sera bien contrôle aléatoire, effectivement. Ça, à la limite, c'est presque normal. Ça ne devrait pas déranger en tout cas une entreprise qui travaille dans les règles de l'art. En revanche, il y a une question sur le fait que l'entreprise sera bien informée de cet audit. Eh ben oui, puisque de toute façon, on va lui demander les éléments du dossier. Donc, en fait, c'est comme dans le photovoltaïque aujourd'hui, c'est-à-dire que le fichier sera en ligne, on sera directement connecté dessus. Ça va tourner de manière aléatoire. On va avoir donc un chantier qui va tomber à auditer. Et donc, le dossier qu'on va envoyer à l'entreprise, on va lui envoyer les mêmes éléments qu'on envoie aux entreprises photovoltaïques. Donc, du coup, on va on va lui envoyer les éléments, les demandes de dossier pour aller faire l'audit. Donc, l'entreprise est bien entendu prévenue en amont de l'audit sur le chantier, puisqu'on va lui demander des précisions pour pouvoir déclencher l'audit. Parce que nous, on va missionner un auditeur et on va donner un dossier à l'auditeur. Et ce dossier-là, on va demander à l'entreprise de nous le fournir pour pouvoir, nous, le transmettre à l'auditeur. Voilà. OK. Ça répond très clairement à la question qui était posée. Merci. Oui, je vous en prie. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, du coup, en résumé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est un petit dessin. Donc, vous avez les catégories dites non critiques, donc les fameuses lignes bleues sans point rouge que j'avais dans mon tableau tout à l'heure,
un audit est réalisé tous les 24 mois. C'était la réglementation 2000 jusqu'à fin 2020. Et donc, pour ceux qui n'ont pas de points rouges, qui ne sont pas en catégorie critique, on reste sur ce format-là. Et les catégories critiques, le changement, c'est effectivement le dessin que vous avez en dessous avec le premier audit qui se passe comme la catégorie non critique et la nouveauté, vous avez donc un audit supplémentaire. Voilà, c'est le petit dessin qui résume les deux audits et la différence entre les critiques et les non critiques. Voilà, donc on arrive aux évolutions donc, des règles d'audit, donc avec l'apparition dans les critères avec des conformités dites majeures. Alors ça va être là où vous allez avoir la nouveauté, puisque c'est une visioconférence que j'ai déployée depuis maintenant quelques semaines. Et donc on n'avait encore pas les grilles au mois de décembre, les grilles d'audit. Donc là, je vous ai inclus des copies de grilles d'audit qui sont apparues fin décembre, donc que je n'ai pas présentées dans mes présentations de fin d'année dernière. Et je vous ai également, dans un élan de générosité, copié-collé si je peux m'exprimer ainsi, pour être vraiment le plus transparent et le plus clair possible. J'ai repris les grilles que j'ai lues. Je suis allé sur le terrain pour voir comment elles étaient appliquées. Et donc, du coup, je vous ai copié-collé et mis en évidence les sujets qui fâchent, donc les fameux écarts majeurs sur quelques grilles, pour que vous puissiez prendre conscience et connaissance de ces évolutions. Donc le but, ce n'était pas de passer ce soir rapidement dans des généralités. Je vous l'ai dit, c'est d'être vraiment sincère et clair dans les explications et que vous ayez l'ensemble des informations sans rétention et sans vous cacher des choses qui pourraient fâcher ultérieurement. Donc du coup, j'ai fait même un focus sur les écarts majeurs. Donc ce sont des écarts qui… Là, je reprends le texte de définition. Lorsqu'un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux relève une ou plusieurs non-conformités dites majeures, l'organisme de qualification déclenche des contrôles de réalisation supplémentaires. C'est-à-dire que le texte de loi dit que dès qu'il y a un écart majeur, on doit déclencher un audit supplémentaire pour voir si l'écart constaté sur un chantier est valable ou pas sur un autre chantier pour qu'on puisse se positionner sur la qualification et la mention de l'entreprise. Donc, à l'exception des cas où l'analyse de ces écarts par une commission composée d'experts du secteur de bâtiments ou des énergies renouvelables, donc là on parle de la commission Calibat, conclut au fait que le déclenchement d'audits supplémentaires est inapproprié. Donc ça veut dire que la loi dit qu'il doit y avoir un audit supplémentaire, mais si l'entreprise apporte des éléments complémentaires, d'écart levé, des éléments complémentaires et que la commission estime que ça ne nécessite pas un déclenchement d'audit supplémentaire, il peut être exclu. Donc, on peut, dans certains cas, ne pas faire un audit supplémentaire. Mais normalement, on nous demande d'aller voir sur un autre chantier pour voir s'il y a un autre écart sur un autre chantier. Alors, on va rentrer dans le détail de ces écarts majeurs. C'est ce qui me semblait important ce soir parce que c'est le gros de l'évolution. Et si on regarde le slide suivant, Monsieur Favin, voilà. Donc, vous avez plusieurs évolutions sur ces grilles d'audit. Donc, la première, c'est une harmonisation des grilles d'audit. Donc, avant, chaque organisme qualificateur avait ses propres grilles. Il les avait établies, il les faisait utiliser par des auditeurs internes ou externes. Nous, on n'est qu'avec des auditeurs externes qui sont habilités par le siège à Paris, qui doivent remplir des dossiers assez lourds. Et donc, du coup, les anciennes grilles étaient utilisées jusqu'à fin décembre et chaque organisme utilisait les siennes. À partir du 1er janvier, ces anciennes grilles n'existent plus. Elles sont remplacées par des nouvelles grilles qui ont été validées par les pouvoirs publics et publiées à la fin du mois de décembre. Donc, pourquoi vouloir une harmonisation des grilles d'audit? L'intérêt, il y en a deux. Le premier, c'est d'harmoniser les contrôles entre organismes de qualification afin de rendre le dispositif RGE plus homogène. Autrement dit, les mêmes règles pour tout le monde. Et deuxième chose, de rendre les grilles publiques afin que les entreprises puissent repérer chaque type de travaux, les points de vigilance et mettre en œuvre des travaux de qualité sur chaque chantier. Donc là, c'est la transparence totale. Vous avez le lien en dessous, www.fer.fr, qui est donc un site officiel des pouvoirs publics, le réseau FER, dans lequel vous allez pouvoir trouver donc, un onglet où vous allez pouvoir retrouver toutes les grilles et où vous allez pouvoir, c'est un fichier qui est zippé avec des fichiers Excel, et vous allez pouvoir extraire donc, les grilles qui sont utilisées par les auditeurs, lesquels n'ont pas le droit de supprimer ou de rajouter des lignes. Donc, c'est textuellement le document qui sera utilisé par les auditeurs missionnés par Calibat ou par Qualité NR ou Qualifelec. On va pouvoir maintenant passer au slide suivant
qui, lui, va vous résumer la différence de gradation des écarts. Donc, vous allez avoir donc 3 possibilités d'écart sur les grilles d'audit. Donc, du coup, vous pouvez avoir une observation. Donc, l'observation, ça va être l'auditeur sur le terrain qui vous donne un conseil. Donc, voilà, il vous fait une remarque, un conseil. Il n'y a pas de conséquences pour Calibat. Vous l'écoutez ou vous n'écoutez pas ce conseil-là. Ces conseils à un ami, si je peux m'exprimer ainsi, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Deuxième possibilité, c'était l'écart de l'année dernière. C'était la non-conformité, qui devient aujourd'hui la non-conformité mineure. Donc, elle est traitée comme l'année dernière. Donc, du coup, l'auditeur vient sur le chantier, constate qu'il y a un écart. L'écart est donc topé de couleur orange sur les grilles, donc je vous les présenterai tout à l'heure dans le détail. Donc, vert, c'est une observation, pas de suite. Orange, donc il y a un écart. Vous avez donc l'auditeur vous signifie l'écart. Vous avez 1 mois pour répondre à l'auditeur que vous avez bien pris connaissance de l'écart, et vous avez 3 mois pour lever l'écart. Donc, en fournissant des preuves, une photo ou des factures ou tout autre document qui peuvent montrer la levée d'écart. Donc, si l'écart est levé dans les 3 mois, l'auditeur lève l'écart, donne l'information à Calibat, et Calibat lève l'écart et on considère que le dossier est clos. On n'en parle plus. C'est ce qui se passait l'année dernière. Et globalement, 90% des écarts étaient levés, et donc ce qui fait qu'il y avait très peu de passages en commission pour des écarts non levés. Autre possibilité qui est la nouveauté 2021 au niveau des écarts majeurs, donc c'est l'arrivée des non-conformités majeures. Donc vous avez une grille d'audit avec des lignes qui sont surlignées en rouge, et quand il y a dans ces lignes-là un écart, ça devient un écart majeur. Donc on l'a vu tout à l'heure sur un extrait du texte de loi, c'est qu'il y a une présentation donc en commission, et puis la commission apprécie l'écart et peut prendre plusieurs décisions. Alors, je crois que le slide d'après ne parle pas de ça, mais je vais quand même vous donner les différentes possibilités qu'il peut y avoir en commission suite à un écart majeur. Je vais plutôt rentrer dans le détail dans cette réunion-là. Voilà. Je vais plutôt rentrer dans l'explication des grilles qui vous concernent de manière pratico-pratique directe. On a une petite question qui est: est-ce qu'il existe des fiches d'autocontrôle pour le gaz? Donc oui, il y a une fiche d'autocontrôle par catégorie, enfin par domaine de travaux. Donc chaque domaine de travaux a sa fiche d'autocontrôle. Et pour aller un petit peu… Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai prévu de mémoire, je vous ai mis un extrait d'une feuille d'isolation, et il y en a une également sur les chauffe-eau thermodynamiques que je vous ai mis pour notamment les chauffagistes. Donc, effectivement, et pour votre information, sachez que la CAPEB la CAPEB nationale travaille avec un certain nombre d'organismes nationaux pour mettre à disposition des entreprises des outils pratiques que vous pourrez emmener sur chantier et qui vous permettra en fait de checker chaque sujet, on va dire, chaque ligne, parce que bon, là, les fiches de l'ADEME, elles ne sont pas forcément… la mise en page n'est pas forcément terrible, on a du mal à… Enfin voilà, s'il faut imprimer ça à chaque fois sur un chantier, et puis il y a certaines entreprises qui ont un certain nombre d'équipes qui vont sur les chantiers, et l'objectif, ce serait donc de donner à toutes les entreprises un outil chantier, on va dire, pour checker chaque point d'audit et être sûr que quand on termine le chantier, le jour, s'il y a un audit sur ce chantier, eh ben, l'ensemble des tâches ont été faites telles que l'audit d'autocontrôle, la grille d'autocontrôle, pardon, le demande. Ok, merci pour la précision, c'est complémentaire et c'est important parce qu'en fait, l'idée, c'est d'éviter d'avoir des écarts majeurs pour éviter d'avoir des passages en commission et d'éviter d'avoir des audits supplémentaires avec des levées d'écarts, etc. Et effectivement de pouvoir faire de l'autocontrôle en amont pour éviter après des actions correctives. Donc, les grilles d'audit, elles évolueront. Ça, c'est un petit slide personnel que je vous ai rajouté pour que vous ayez une information qui soit complète. Donc, les grilles d'audit que je vais vous présenter par la suite, elles sont aujourd'hui validées par les pouvoirs publics et il y a une commission qui est prévue, dont fait partie Calibat, pour faire évoluer ces grilles selon les remontées du terrain. Donc, il y a eu des groupes de travail qui ont travaillé sur ces grilles. On est arrivé sur un
un accord avec une application au 1er janvier. Depuis le 1er janvier, sur les audits qui vont être diligentés, elles seront donc utilisées, elles sont utilisées et seront utilisées. Et du coup, elles seront analysées, améliorées, et donc il y aura sans doute des améliorations et des corrections qui vont arriver dans les mois à venir. Donc du coup, elles seront appelées à évoluer. Je vous propose un passage en revue de quelques grilles d'audit. Pour les télécharger, vous avez aussi un autre site, c'est celui de l'ADEME. Je vous ai mis celui de FAIR. Et pour être parfaitement complet, je suis un petit peu parti sur autre chose, mais je voulais terminer sur les écarts majeurs et les conséquences en commission. Je ne vous le projette pas ce soir, mais je vous le donne à titre d'information. Il peut y avoir donc 4 possibilités suite à un écart majeur au traitement par une commission. Donc, vous avez un écart majeur, il passe en commission chez Calibat. Vous avez comment dirais-je, on va se dire, lever ou pas l'écart. Et selon la gravité, il y a de l'écart constaté, il peut y avoir des décisions qui sont différentes et qui vont crescendo. Alors la première, ça va être la première décision que peut prendre la commission, c'est de se dire on ne fait pas de suspension de mention RGE, on laisse l'entreprise travailler, on considère que l'écart qui a été constaté n'est pas un écart qui remet en cause l'exercice immédiat de l'entreprise, et donc on va aller chercher sur un autre chantier, sur un chantier identique ou similaire, en tout cas sur la même catégorie, on va aller voir s'il y a la même problématique ou pas. Ça peut être le mauvais jour, la mauvaise équipe, et de se dire que finalement c'était pas de chance, et que on connaît l'entreprise, et que sur sur le chantier suivant, on devrait normalement pas constater l'écart. Donc, la première décision, c'est pas de suspension et un déclenchement d'audit. Et suite au retour de l'audit, eh bien, on peut classer le dossier si effectivement on n'a pas constaté d'écart supplémentaire, ou alors après arriver dans d'autres décisions que je vais vous expliquer par la suite. Donc, première possibilité, pas de suspension, un déclenchement d'audit. Deuxième possibilité, ça peut être donc une suspension en se disant voilà, l'écart qu'on a vu, il est quand même grave. On ne peut pas laisser l'entreprise continuer comme ça. On va déclencher un autre audit tout de suite. Et donc, on va aller voir sur un autre chantier pour voir si l'écart très important et dangereux existe sur un autre chantier. Donc là, il y a une suspension immédiate et un déclenchement d'audit. Et on attend le retour de l'audit pour redonner à l'entreprise ou pas cette mention RGE. Troisième possibilité, on constate que l'entreprise a un défaut de formation, donc les équipes n'ont pas travaillé dans les règles de l'art parce qu'elles semblent, selon l'appréciation de la commission, mal formées et ne connaissent pas forcément les règles de l'art ou la réglementation. Il est prévu par des organismes qui délivrent notamment des FIBAT, des modules de formation complémentaires, et donc pour envoyer une équipe, des techniciens en formation, avoir une attestation de formation, donner l'attestation de formation à la soumettre à la commission, et la commission lève ou pas la suspension. Quatrième et dernier cas de figure, le plus grave, on considère que là, il y a vraiment, on est face à un éco-délinquant ou une entreprise qui a des règles de l'art qui sont dangereuses pour les installations, avec des graves écarts au feu ou avec des grosses malfaçons, enfin bref, quelque chose d'horrible, qui ne respecte pas du tout les règles de l'art de la profession, ou des malhonnêtetés, puisqu'on va voir tout à l'heure qu'il peut y avoir aussi des problèmes de facturation. Je vais vous donner quelques exemples dans le détail tout à l'heure. Donc, du coup, là, il y a un retrait de la qualification et de la mention. Et donc, du coup, là, on retire tout là. Donc, l'écart est trop important et trop dangereux. Donc là, vous avez le cheminement du passage en commission. On est en train de former actuellement les membres de commission. Si quelques-uns sont en ligne et qui sont membres de commission chez Calibat, eh bien, il y a ces informations qui sont données dans le détail aux membres d'instruction actuellement. Alors, je vous ai mis un zoom sur les fiches disponibles à ce jour. Donc, ça répond notamment à la question de tout à l'heure. Vous avez la date, vous avez le libellé des fichiers Excel qui sont en ligne et qui vous permettent de voir les différentes grilles. Je crois qu'il y en a 28. Les différentes grilles qui sont en ligne. Là, c'est un copier-coller des grilles qui sont en ligne. Alors, vous faites attention, si vous les téléchargez, vous les imprimez, elles ne sont malheureusement pas au format imprimable. Donc, il faut les remettre en forme pour pouvoir les imprimer sans gâcher de papier. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, donc du coup, là, je rentre dans le pratico-pratique, dans le détail. Donc là, j'ai extrait une grille que j'ai téléchargée sur le site FAIR
sur le site FAIR et je l'ai copié-collé ici. Donc, vous retrouvez le socle commun pour toutes les grilles. Donc, vous avez ici, par exemple, le détail de l'isolation des parois verticales. Donc, vous avez le titre, vous allez retrouver le titre de la catégorie. Vous avez la liste des points de contrôle. Vous avez le oui conforme, le non-conformité majeure ou mineure. Vous avez le non vérifiable, le sans objet ou le commentaire. Donc, en fait, cette ligne-là, elle est commune à toutes les grilles. Si vous les téléchargez et que vous le regardez, donc c'est commun à toutes les grilles, sauf le titre qui vous donne la catégorie qui est ciblée. On va pouvoir passer à la suite. Donc, je vous ai fait là aussi un copier-coller et un focus sur une grille, là pour être vraiment dans le vif du sujet, dans le pratico-pratique, avec quelques petites explications. Donc, vous avez ici, j'ai repris ITI, isolation des parois verticales. Donc, c'est le titre. On retrouve les points de contrôle, le oui conforme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, dans les généralités, vous avez par exemple la première ligne, les caractéristiques des matériaux installés sont conformes aux devis signés et aux avenants éventuels, isolation, finition, performance. Là, vous avez une case qui est rouge. Donc, si la réponse elle est non, donc là, vous avez une non-conformité majeure. La ligne d'en dessous, elle est en jaune. Donc, du coup, vous avez est-ce une information sur le choix du procédé d'isolation? Est-ce qu'une information sur le choix du procédé d'isolation a été faite au client? Donc là, c'est une observation. Donc, on vous met une information que vous prenez ou pas. Par contre, si vous arrivez à la ligne qui est orange, le mineur, donc ajout ou référence d'entrée d'air neuf permettent, alors ajout ou présence d'entrée d'air neuf permanente, suffisamment dimensionnée dans les locaux où la réglementation thermique l'impose et où de tels travaux d'isolation ont eu lieu. Alors donc là, vous avez même la référence, article 5 de l'arrêté du 3 mai 2007, modifié par l'arrêté du 22 mars 2017. Donc là, on rentre dans de l'exigence réglementaire, dans des arrêtés. Donc c'est pourquoi ça ne peut pas être une observation, mais un écart ici, un écart jugé mineur. Donc vous levez cet écart-là par une explication, par un courrier ou par des photos ou toute autre preuve. Et du coup, on lève l'écart. S'il est mineur, on lève l'écart et du coup, il n'y a pas de passage en commission. Donc, voilà, donc quelques focus. Il y a une attention sur le contenu du devis. Donc, devis, facturation, qui sont des choses qui sont regardées. Donc, il faut être vigilant sur le sujet. Et puis également une attention sur l'évaluation du support et l'adéquation du système mis en œuvre. Exemple problématique d'humidité d'anciens bâtis. Pour la dernière ligne, vous avez un écart majeur. Le type de mur extérieur et son état ont été identifiés, ont été pris en compte dans la conception de l'isolation. Donc voilà. Je vous ai expliqué avec ce focus-là, de manière générale, les cas de figure que vous pouvez avoir dans une grille. Et ici, c'est simplement une petite partie d'une grille d'isolation des parois verticales. Alors à la suite, vous avez un autre exemple. Si on peut regarder le slide suivant. Donc là, vous avez l'isolation des parois verticales. Donc là, j'ai fait une série de copier-coller pour que vous ayez une idée de ce qu'est un écart majeur. Donc là, c'est vérification de la nécessité ou non de mettre en œuvre un pare-vapeur, par exemple. C'est un écart majeur. Si pare-vapeur est-il bien positionné? Donc, est-ce qu'il n'est pas à l'envers? Donc voilà, donc ce sont des questions pour la plupart techniques des règles de l'art ou de réglementation, de facturation et de devis. Par exemple, pour les pompes à chaleur, est-ce que le numéro de série de la machine correspond au numéro de série qui est sur la facture? Est-ce qu'on ne vous a pas facturé le prix d'une grosse chaudière et que vous en installez une petite à la maison? Voilà, c'est pour vérifier notamment ces choses-là. On peut redescendre également au slide suivant. Donc, je crois que je vous ai mis fenêtre de toit. Donc là aussi, où il y a beaucoup d'écarts qui sont majeurs. Donc voilà, par exemple, les caractéristiques du matériel installé sont conformes aux devis signés ou aux avenants éventuels, matériaux, finition, performance, lame d'air ou gaz, présence et disposition de bouche de basse émissivité. Donc voilà, c'est en clair, est-ce que ce qui figure sur le devis, c'est effectivement bien ce qui est posé. Vous avez également, donc ça c'est dans les généralités, vous avez aussi après un rappel à des arrêtés. Donc à chaque fois que vous avez des écarts qui sont dits mineurs ou majeurs, on renvoie bien souvent à des arrêtés ou à des règles de l'art qui sont écrits dans le marbre.
Donc, ajout ou présence d'entrée d'air neuve permanente et suffisamment dimensionnée dans les locaux où la réglementation thermique l'impose et où de nouvelles fenêtres ou de toits ont été mises en œuvre. Et pareil, on vous met l'article 12 de l'arrêté, on vous remet donc en rappel, les pouvoirs publics ont remis les textes de référence. En support, là sur les fenêtres de toit, support vérifié avant la pose, vérification de l'état de la charpente ou du chevêtre existant. Voilà, c'est un écart majeur si on n'a pas vérifié avant si la charpente était en bon état ou pas. Voilà, donc également un traité des détails, je vous ai remis aussi un raccordement périphérique d'étanchéité à l'eau réalisé de manière continue ou avec des matériaux adaptés. Voilà, est-ce que le système est effectivement bien étanche? Voilà, je crois qu'après, je vous ai dû vous mettre donc CET, donc chauffe-eau thermodynamique. Alors, c'est là où il y a effectivement, pour vous montrer qu'il y a des catégories où il y a beaucoup plus d'écarts majeurs que d'autres. Et c'est le cas notamment, comme je vous l'ai dit, je suis transparent dans ma présentation. Donc là, je vous ai isolé comment dirais-je, des séries d'écarts majeurs. Donc, j'ai supprimé les lignes où il y avait des observations et des écarts mineurs, et je vous ai mis un focus sur des écarts majeurs. C'est pour que vous ayez une idée de ce que peut représenter un écart majeur. Voilà, donc après, s'il y a des professionnels dans la visio, vous pouvez regarder les lignes. Donc là aussi, on va regarder si on respecte le cahier des charges du chauffe-eau thermodynamique et puis les règles de l'art. Je vois il y a un câble d'alimentation de puissance conforme à une norme. Voilà, s'il y a un différentiel. Voilà, donc on va chercher, on va aller voir si effectivement on respecte bien la réglementation et puis la notice de la machine d'installation. Donc voilà, donc toutes ces lignes-là occasionnent, si elles ne sont pas respectées, un écart majeur. Donc c'est pour ça que j'insiste ce soir sur ces lignes-là que j'ai rajoutées, ces choses que j'ai rajoutées en début d'année, puisqu'elles n'existaient pas, et que j'ai fait un focus et que je vous ai décortiqué ces grilles-là, parce qu'en fait, c'est ces lignes-là qui vont être problématiques. Donc du coup, ce que je vous suggère, c'est vraiment de les télécharger, de les regarder pour celles qui concernent votre activité. Et si vous êtes plusieurs dans l'entreprise avec des techniciens, de les diffuser et de briefer vos techniciens en disant voilà, si le chantier est audité, voilà les points sur lesquels on sera évalué. Et donc, il est important que ce soit checké et suivi. Voilà. Donc, certains le font déjà, d'autres le font différemment. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, vous n'ayez pas d'écart sur ces lignes-là. On va passer pour l'impact pour les entreprises. Donc, on va passer celui-là et je crois le suivant aussi, puisque je vous ai le reclassement. Je voulais parler de ce qu'a fait Calibat depuis la fin de l'année dernière et le début de cette année, et ce que l'on peut faire encore aujourd'hui. Donc, on fait octobre 2020 et puis novembre, donc on envoyait des mails à chacun des clients de Calibat pour leur faire une proposition de reclassement en disant voilà l'ancienne nomenclature et voilà la nouvelle. Donc, les domaines deviennent des catégories. Vous, votre cas particulier est comme ça. Et donc, vous avez tel domaine et telle qualification et on va vous reclasser l'année prochaine. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Les entreprises pouvaient se positionner donc, en novembre et décembre suite à l'envoi de ces mails et courriers. Et puis, si les entreprises ne se manifestaient pas, il y avait une attribution automatique de toutes les catégories par défaut pour les entreprises qui n'ont pas répondu. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous ai cité, je prends l'isolation parce qu'elle est éclatée en 3 catégories. On vous disait, vous étiez en isolation, donc vous aviez le domaine 8, eh bien, on vous reclasse avec l'isolation intérieure, extérieure et les planchers bas par défaut. Et vous pouviez, en début d'année dernière, en fin d'année dernière, vous pouviez choisir pour les abandonner. Donc, on décochait l'année dernière et là, il suffit de faire un mail et donc on peut supprimer, si par exemple vous êtes un façadier et que ça ne vous intéresse pas de faire des planchers bas, eh bien on peut vous retirer cette catégorie qu'on vous a de manière automatique attribuée de manière complète. Donc à partir du 1er janvier, donc on a attribué automatiquement, je vous disais, donc toutes les catégories. Et donc à partir du 1er janvier, donc au fur et à mesure, donc on va avoir des remontées de questionnaires, on va avoir des mises en révision et des entreprises qui auront des références ou pas. Et donc on va au fur et à mesure, au fil de l'eau, de la réception des dossiers, on va réajuster les catégories pour qu'elles soient, pour celles qui ont été automatiquement attribuées, les réguler pour qu'on se retrouve à la fin avec les bonnes catégories pour chaque entreprise. Donc, il y a possibilité donc,
d'envoyer des mails ou des courriers à Calibat pour leur demander d'abandonner des catégories qui auraient été attribuées. Et donc, on a mis à jour tous les certificats début janvier. Donc, ça s'est terminé, c'était parce qu'on en avait énormément. Ça s'est terminé le 15 janvier avec une synchronisation du site FAIR. Donc, toutes les entreprises ont leur qualification avec leur mention RGE à jour au 1er janvier. Donc, il n'y a pas de trou dans la raquette pour les entreprises qui sont pleinement qualifiées. Celles qui ont eu des retraits parce qu'ils n'ont pas, ou des suspensions parce qu'ils n'ont pas rendu leurs documents, ils perdent la mention ou leur qualification. Mais pour ceux qui sont à jour, il n'y a pas de trou il n'y a pas de trou dans la raquette entre le 31 décembre et le 1er janvier ou le début de l'année. C'est important de le dire. Et ça s'est passé sans heurts. On a eu une mise à jour qui s'est plutôt bien passée. Et il y avait tellement de certificats à générer qu'on les a générés sur une période qui a duré 2 semaines. C'était par vague de 10 000 pour mettre à jour tous les certificats. Et donc, on est à jour depuis le 15 janvier. Voilà, donc on peut passer au slide suivant, si vous voulez bien, M. Favin. Un petit rappel quand même, pensez à vérifier si vos assurances couvrent bien les catégories qui vous ont été attribuées. Je prends l'exemple, si vous êtes aujourd'hui façadier et qu'on vous a donné une qualification de plancher bas, si vous ne faites pas l'activité, vous l'abandonnez et puis on n'en parle plus. Si vous voulez la garder, assurez-vous parce que vous l'avez et que vous voulez vous diversifier, bien regardez à ce que votre assurance couvre bien cette nouvelle catégorie pour vous. Sinon, faites une extension à votre assurance pour être couvert correctement. Voilà, je fais un petit rappel parce qu'il peut y avoir des entreprises qui se retrouvent avec des qualifications et qui pourraient ne pas être assurées. Et on le demande au fur et à mesure dans les questionnaires pour nous remettre à jour et s'assurer que les entreprises soient correctement assurées. On peut passer donc au slide suivant. Donc, en résumé, je vous ai résumé les 5 points qui sont à retenir concernant cette évolution RGE applicable à partir du 1er janvier 2021. La première, donc, c'est une nouvelle nomenclature des catégories de travaux RGE. Donc, on avait des domaines, ça passe en catégorie, il y en avait 12. On passe à 17 avec le fameux tableau de l'ADEME que je vous ai présenté tout à l'heure. Deuxième modification, création des catégories dites critiques sur lesquelles les écarts majeurs apparaissent et les contrôles sont renforcés. Troisièmement, il y a plus de chantiers à déclarer, donc 5 chantiers, et avec une attestation sur l'honneur, on revient à 2 à l'ancienne réglementation, mais avec une évolution, avec une plateforme où il y aura une ponction de manière aléatoire de chantiers pour faire des audits. Quatrièmement, l'évolution des audits, donc ils seront plus nombreux sur les catégories qui relèvent sur les catégories critiques. Il y aura des audits supplémentaires et automatiques en cas de non-conformité majeure, comme je vous l'ai expliqué dans le détail tout à l'heure, sauf avis contraire de la commission. Et également, je vous parlais tout à l'heure de la loi dite Negelen en introduction de mon intervention, eh bien, on retrouve ici l'audit supplémentaire possible en cas de signalement de tiers ou sur la base de faisceaux d'informations. Et enfin, la transmission des données, donc vous donnez l'autorisation de transmission de vos données concernant les chantiers aidés via une plateforme. Donc ça va arriver dans les semaines qui viennent. Alors, si on avance, on va avoir maintenant je pense, au slide suivant. Donc, je voulais vous parler également du coup par coup, puisque c'est un sujet… Monsieur Lefebvre, peut-être juste avant parce que c'est un autre sujet, plus court, mais est-ce que certains ont des questions sur cette première partie, cette réforme concernant leur entreprise, puisqu'on essayons d'être pratico-pratique, concernant leur entreprise, leur cas de figure? Est-ce que ça a été clair? Est-ce qu'il y a des constats à faire? Vous pouvez également lever la main et à ce moment-là, je vous ouvre carrément la possibilité d'intervenir. Voilà. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Oui, ça peut être interactif, il n'y a pas de souci. Beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais il faut intervenir, pas de problème. Et j'ai prévu de toute façon un espace questions-réponses s'il y avait encore des questions, s'il y avait des questions à la fin de l'intervention. Alors là, je vais être assez rapide parce que tout est résumé sur le coup par coup en un slide. Donc en fait, c'est un dispositif dont la publication date de la fin de l'année dernière. Le texte est apparu à Noël avec une application le 1er janvier. Du coup, il y a comment dirais-je, pour ce nouveau dispositif, il y a, comment dirais-je,
Attendez, monsieur Lefebvre, j'ai un participant qui a levé la main, alors je ne le vois pas, moi, et comme en plus, il se trouve que c'est le président de la CAPEB, donc on va quand même lui céder Oui, oui, avec plaisir. poser sa question. Bah, Angelo, je pense que tu as juste à activer le son, si tu veux la poser en live, ta question. C'est bon? Vous Oui, m'entendez? oui, tout à fait. Bonjour, Monsieur Lefebvre. Bonsoir. Oui, alors ma question, elle est toute simple. C'est avant, j'avais donc le domaine de l'isolation des parois opaques. Et avec justement la distribution des catégories, j'ai perdu l'isolation par l'extérieur. Donc, il a fallu que je refasse un dossier récemment. Une extension? Une extension, bah oui, parce que j'avais plus l'ITE. Oui. Oui. Alors, en fait, ce que l'on a fait, c'est que, comment dirais-je, on a appliqué donc ce tableau de l'ADEME qui est simplifié, mais après, il peut y avoir des cas particuliers, des spécificités qui compliquent encore le tableau que je vous ai présenté. Et donc, effectivement, dans le reclassement, il peut arriver que dans certaines situations, effectivement, vous perdez certaines catégories. Mais ça, c'est dû aux règles de reclassement de l'ADEME. Et donc, effectivement, pour certains clients, il a fallu faire des extensions pour récupérer les catégories. D'accord. Mais bon, c'est un coût encore. Hein. Oui, ouais, je sais. Ouais, on en a beaucoup, notamment sur les 8611, sur les éco-artisans, là aussi, avec des métiers qui sont cochés et des métiers qui ne correspondent peut-être pas forcément à chaque fois. Et on a eu effectivement quelques reclassements à faire à certains moments. Mais voilà, ça reste quand même à la marge, hein, il n'y en a pas eu tant que ça. Hein. Mais je comprends effectivement que ça fait un coût supplémentaire. Ce qu'il faut surtout peut-être dire, du coup, c'est que les entreprises soient vraiment vigilantes aux courriers qu'elles peuvent recevoir de Qualibat, parce qu'effectivement, certaines entreprises peuvent avoir perdu leur qualification sur une catégorie de travaux suite à cette reclassification. Et du coup, se retrouver… alors je le précise parce qu'on a quand même parfois, voilà, on sait qu'il n'y a pas toujours une culture de l'écrit, du courrier, ainsi de suite, mais que bon, on ne peut pas se retrouver finalement en défaut vis-à-vis de la réglementation RGE sans même le savoir. Oui. C'est pour ça qu'on… Moi, je m'en suis même pas aperçu, c'est parce que j'ai été audité récemment. Et c'est l'auditeur qui m'a fait remonter ce problème-là, comme quoi, parce que je lui ai dit, j'avais un chantier d'ITE, il me dit là, vous n'êtes plus, vous avez plus la catégorie ITE. Donc, je m'en étais pas aperçu. Et les courriers de fin d'année, début d'année, vous avez souvenir de les avoir reçus ou pas? Oui, j'ai reçu des courriers. Maintenant, pour vous dire exactement si j'ai vu ou si c'était marqué que je perdais cette catégorie-là, je ne peux pas vous l'affirmer là ce soir. Et puis voilà, il faudrait que je retrouve mes courriers et regarder. Mais bon, pour moi, voilà, je pensais que j'avais gardé les mêmes fonctions qu'on faisait avant, quoi, les mêmes domaines, dans le même domaine, quoi. Oui, mais non, dans certains cas de reclassement, effectivement, là je vous parlais d'isolation, il y a les trois, mais effectivement, il y a des cas où c'était pas aussi automatique que ça pour certains cas. Mais on en a eu vraiment à la marge, hein. On en a eu finalement très peu. Ok. Merci. Voilà, donc merci pour la question. Donc du coup, je reviens à la qualification chantier. Donc, je vous disais un texte qui est passé en fin d'année dernière, qui a été publié le jour de Noël pour une application 1er janvier, qui aujourd'hui n'est pas applicable parce qu'il faut une plateforme qui va recenser donc effectivement les demandes. Alors les dernières nouvelles que j'ai qui datent, on est aujourd'hui mercredi. Elle date de lundi après-midi. Donc nous, on est prêt chez Qualibat pour le mettre en route avec des personnes au siège, puisque l'opération est lancée au siège à Paris pour chez nous. La seule chose qui nous manque aujourd'hui,
c'est la plateforme des pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics ont décidé de mettre là aussi une plateforme en ligne pour déclarer ces chantiers-là et pour contourner ceux qui voudraient aller, donc puisque alors, je vais recommencer par le début en vous expliquant les critères et vous comprendrez pourquoi il faut une plateforme après. Je mets un peu la charrue avant les bœufs sur ce sujet-là. Donc en fait, le chantier coup par coup, l'idée c'est pour pouvoir bénéficier de cette opération-là, déjà il faut qu'on soit une entreprise qui ait 2 ans d'existence pour l'entreprise. Donc déjà, au moins 2 ans d'existence. Il faut fournir un dossier administratif qui est l'équivalent d'un dossier Qualibat administratif traditionnel avec l'URSSAF, l'assurance, le CABIS, le registre des métiers. Fournir un devis signé par client pour les travaux RGE dans une catégorie. Et l'artisan peut faire au maximum 3 chantiers en 2 ans, tout organisme qualificateur et toute catégorie RGE confondue. Donc, pourquoi les pouvoirs publics, effectivement, ont mis en place une plateforme? Elle est encore commune à Qualit ENR, Qualifelec et Qualibat. Et l'idée, c'est que comme l'entreprise a droit de faire 3 fois le coup par coup, c'est que l'entreprise ne fasse pas 3 coups par coup chez Qualit ENR et 3 chez Qualibat. Et donc, du coup, c'est que ça soit suivi et que tout soit concentré sur une plateforme qui soit commune. La plateforme, elle est en cours de réalisation. D'après les informations que j'ai, on pourrait le faire à partir de… On m'a donné une date à fin février. On arrive aujourd'hui à fin février, on est le 24. Donc, c'est une affaire de jours. Nous, on est techniquement prêts à Paris et on attend la mise en ligne de la plateforme pour lancer l'opération. Donc, dès que ça sera… J'attends le mail de… J'avais encore le directeur général de Qualibat au téléphone cet après-midi, M. Josse, qui me disait que ça ne devrait pas tarder. Dès qu'on a le feu vert avec la plateforme, j'enverrai un mail à toutes les organisations professionnelles pour dire que c'est parti et je vous donnerai le lien avec l'adresse mail pour vous. Il y en a une porte d'entrée pour Qualibat où vous pourrez où les clients intéressés pourront se connecter et faire la démarche. Donc, pour l'application de cette opération, donc c'est pour l'isolation, pas besoin de FIBAT et le dispositif est possible dès janvier 2021. Là, c'était un peu ambitieux en faisant un texte le 24 février avec une application le 1er janvier. Et pour le système, par contre, là, c'est prévu pour avril 2021. Donc, si besoin de formation, si ENR et dispositif possible à partir de 2021. Le coup par coup chez Qualibat est géré par le siège le temps de mettre en place les rouages. Si la demande est importante et que le siège a du mal à intégrer toutes les demandes, ça sera reventilé dans les régions. Mais en tout cas, pour le début du test, ça sera basé à Paris pour nous. Le tarif, il est commun aux 3 organismes. Donc, le tarif est de 450 € hors taxe, audit chantier inclus, donc traitement du dossier et audit compris. Et à chaque fois qu'il y a un dossier de fait, il y a un audit de déclenché. Et donc, les 3 chantiers seront audités. Alors, on part de 3 chantiers, mais on peut parler de 3 catégories. Parce que si vous faites, par exemple, un chantier avec une isolation intérieure, une isolation extérieure et un plancher bas, ça fait 3 catégories. Ça consomme vos 3 coups par coup, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on a vite utilisé ces trois possibilités de faire cette opération-là sans être RGE. Donc, une question, là aussi, j'ai une réponse écrite à vous faire, qui est ferme. Au début, ça flottait, on ne savait pas trop. Les pouvoirs publics nous l'ont confirmé. Pour les entreprises qui sont déjà qualifiées RGE chez Qualibat et qui auraient des chantiers occasionnellement dans ce cadre-là et en dehors de la catégorie dans laquelle ils ont leur mention RGE, peuvent également utiliser cette possibilité du chantier coup par coup. Cette disposition est là pour amener les entreprises vers une démarche de RGE. Donc, l'idée, c'est de donner la possibilité, effectivement, de temps en temps, dans la limite de 3 chantiers sur 2 ans, de rendre un service à un client et de faire un chantier RGE. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir permettre aux entreprises de rentrer dans une démarche RGE et de pouvoir obtenir une mention pour pouvoir le faire après de manière plus durable. Le texte de l'arrêté également, vous l'aurez dans le compte-rendu, vous l'avez ici en bleu, il faudra cliquer dessus pour que vous puissiez y avoir accès. Et donc, comme je vous le disais, c'est en cours de développement et on attend cette plateforme qui vient des pouvoirs publics pour la fin février. Et une communication sera faite par l'administration dès que ça sera opérationnel. Et on l'attend, c'est une histoire de jours.
Voilà, je voulais vous en parler parce qu'on est très sollicité en ce moment sur cette question-là. On a beaucoup de questions. Et là, vous avez en un slide la totalité des informations dont on dispose aujourd'hui. Et donc, nous, on a eu hier les premiers documents internes pour traiter ces demandes-là. Et donc, on n'attend plus que la mise en ligne de la plateforme pour pouvoir être opérationnel. Alors, Voilà, oui, juste pour dire, c'est clairement une demande assez forte et qui date maintenant de la CAPEB, cet audit au coup par coup, puisque ça, très régulièrement, on a des professionnels qui, notamment les chauffagistes, qui en fait perdent des qualifications parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas le flux, de chantier justifiant une démarche réelle RGE, mais pour autant, quand ils ont un client tous les 2-3 ans qui leur demande l'installation d'une chaudière bois et qui maîtrise la technologie et qu'ils ont même souvent la formation, comment je dirais, de base, en fait, ils peuvent pas, leurs clients ne bénéficient pas des aides. Donc, ça fait un peu enrager les professionnels qui parfois sont installés depuis 25, 30 ans, qui en ont déjà installé et qui considèrent maîtriser parfaitement cette technologie. Donc voilà, il y a une possibilité. L'autre cas, on vient de… Tout à l'heure, Angelo évoquait le cas, il est possible pour une entreprise de faire de l'isolation et parfois d'avoir un chantier pour lequel on va faire de l'ITE alors que ce n'est pas son métier de base. Bon, là, il y aura cette possibilité-là sans avoir la gestion complète, on va dire, d'une qualification RGE avec tout le système qui va avec. Après, c'est sûr que, d'ailleurs, vous aviez fait, quand on s'est vu, Monsieur Lefebvre, la démonstration économique. C'est sûr que l'entreprise qui va réaliser sur un domaine de travaux 2 voire 3 chantiers chantier, il aura plutôt intérêt à aller vers la qualification RGE complète plutôt que d'utiliser ces 3 chantiers qu'il va devoir payer donc 3 fois 450 €. Voilà, donc, et s'il en fait 3 en 2 ans, ça veut sûrement dire qu'il a intérêt à basculer dans le dispositif classique du RGE, c'est qu'il en a besoin. Donc voilà, mais au moins ça ouvre la porte, ça ouvre une possibilité aux entreprises qui ne sont pas RGE dans un domaine de travaux de pouvoir faire bénéficier des aides de l'État à leurs clients, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà, oui, effectivement. Donc, cette expérimentation va débuter maintenant dans quelques jours. Et effectivement, on verra comment ça va partir. Mais en tout cas, on fera le maximum pour être réactif sur ce sujet-là et pouvoir donner la possibilité aux demandeurs de pouvoir profiter de cette possibilité. Voilà, on va pouvoir passer à la suite et je pense que là maintenant j'en aurai fini. Voilà, pour nous joindre. Alors je vous ai mis l'ensemble des contacts de Qualibat. On est bien entendu à votre service. Donc vous avez Blandine qui va gérer les audits depuis Nancy. Vous avez donc son mail et puis son numéro de téléphone direct. Et j'ai fait pareil également sur les autres slides. Je vous ai mis agence par agence le prénom des chargés d'affaires qui gèrent le portefeuille des départements. Donc, si on passe au slide suivant, vous allez avoir Strasbourg. Ensuite, vous allez avoir, on va arriver forcément sur le slide suivant ou après sur Reims. Voilà, là, j'ai encore Julie Nancy pour les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Jean-Philippe à Mulhouse. Voilà, Chani et Mylène, voilà pour Reims. Donc, en fait, ce soir, on parle de l'Aube. Et donc, l'Aube est rattachée donc, à l'agence de Reims. Et donc, vous avez le mail de Reims, reims@qualibat.com. Vous avez le numéro de téléphone. Et puis, Chani et Mylène qui se partagent les 4 départements. Et donc, l'une et l'autre sont capables de répondre à vos questions et ont accès à vos dossiers facilement. Donc, si vous avez une question précise, particulière concernant votre dossier, vous pouvez bien entendu vous tourner vers elle. Voilà, donc on va avancer. Voilà, vous avez Agnès et Sophie pour Metz.
J'avais prévu également, quand j'ai fait ces présentations-là, c'était en fin d'année dernière, quand j'ai fait la présentation que je vous présente ce soir, c'est quelque chose que j'ai monté cet automne et que j'ai affiné au fur et à mesure des semaines et des mois pour avoir cette présentation de ce soir, que j'ai essayé de faire la plus exhaustive possible, la plus sincère et réaliste possible, en balayant vraiment tout ce qui changeait et en vous donnant un maximum d'informations. Et ce que j'avais prévu, effectivement, c'est de venir à votre rencontre avec Mylène et Chani et de faire des permanences. Malheureusement, le contexte sanitaire ne s'est pas arrangé ces derniers mois et ces dernières semaines. Donc, du coup, j'aurais voulu être dans les organisations professionnelles à la CAPEB de l'Aube et de pouvoir notamment avoir Mylène ou Chani qui puissent venir échanger avec vous sur vos dossiers, etc. On va le faire dès qu'on nous permettra de le faire. Donc, l'idée, c'est de venir à votre rencontre, c'est d'être à votre écoute, de répondre à vos questions, de vous aider à compléter vos dossiers. Donc, pour moi, on est un organisme de service, au service des adhérents de la CAPEB, et vous êtes nos clients. Et donc, du coup, d'être présent, d'être à votre écoute, pour moi, ça me semble logique. Donc, on viendra vers vous dans les semaines, dans les mois qui viennent, dès qu'on pourra le faire correctement. Donc, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'actualité, voilà, qui malheureusement ne s'arrange pas. On va avancer un petit peu. Voilà, et questions-réponses. Donc, moi, j'en ai terminé sur l'ensemble des choses que je voulais vous dire. Et si vous avez des questions supplémentaires, si je n'aurais pas été suffisamment clair ou s'il y a encore des points qui n'auraient pas été abordés, je suis à votre écoute. Voilà. Donc, n'hésitez pas du coup à lever la main. Alors, pour faire simple, je vais ouvrir la possibilité à chacun de s'exprimer et après il suffira en fait de retirer, d'activer votre micro. Voilà, comme ça c'est le plus simple parce que après tout on n'est pas si nombreux et il faut que chacun puisse s'exprimer. Donc voilà, je sais pas, peu importe. Bon, Angelo, Annabelle, si tu avais des questions ou si, je sais pas, je vois des gens très habitués à tous ces dispositifs-là. Donc, est-ce que ça a pu vous éclairer? Est-ce que vous avez des questions par rapport à votre cas particulier d'entreprise? Parce que le but, c'est qu'on puisse vous répondre à ça. Allez, on vous écoute. C'est la première qui est difficile. Après, ça… On peut passer directement à la deuxième. Oui, exactement. Christophe, vous n'avez rien à dire, ça m'étonnerait. Vous savez, c'est pas déjà que je trouve l'activation. Ah, ça m'étonnait. J'étais sûr que c'était un problème technique. Oh, voilà, toujours. Bon, oui. Si une petite question concernant justement les qualifications, là, coup par coup, là, pour les systèmes. Pour les systèmes, il y a marqué, sauf ENR, il faudra refaire quand même une formation. C'est une formation complète ou… Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, pour revenir dessus, ce que j'ai aujourd'hui, c'est voilà, si on remonte un petit peu, voilà. Oui, voilà, c'est celui où on parle, la ligne où on parle d'avril 2021. Donc, pour système, besoin de formation IENR et dispositif possible à compter. La formation CENR, là, très franchement, je n'ai pas la réponse précise à votre question. Et ça fait partie du package que j'attends qui va avec la mise en ligne de la plateforme. Où, pour l'instant, non, malheureusement. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner une réponse via M. Favin. Dès qu'on a le top départ qui ne devrait pas tarder, c'est de vous mettre les éléments qui vont avec. Et notamment cette formation qui est pour le mois d'avril. Ok. Parce que s'il faut refaire une formation, autant faire la formation qualifiante complète, du coup. Ouais, ça, je vous dirais une bêtise, je n'ai pas le point précis. Ouais. J'ai d'ailleurs récupéré, là, c'était lundi soir, une foire aux questions. Et je l'ai mis sous le coude. On est aujourd'hui mercredi, donc elle a 2 jours. Il y a un certain nombre de réponses à certaines questions. Ça, je ne l'ai pas lu. Et je compte l'envoyer avec la mise en ligne. Je pensais qu'elle allait arriver. Donc, quand j'enverrai un mail collectif, je mettrai cette foire aux questions. Et si j'ai la réponse à cette question-là, je la mettrai dedans, dans le mail pour le
pour tout le monde, en fait, que tout le monde en profite. Parce que c'est une question qui va concerner tout le monde, finalement. Oui, puis c'est une question qu'on nous a déjà posée à plusieurs reprises. Alors c'est vrai que moi, je citais le cas de ceux qui ont déjà fait la formation parce qu'à une époque, ils ont eu, voilà, ils étaient calibois, par exemple, et puis ils ont décidé de sortir du dispositif parce qu'ils n'avaient plus assez de chantier. Maintenant, si vous avez eu à un moment donné la formation, vous l'avez. Hein. Vous ne l'avez pas perdu, entre guillemets. Mais par contre, pour ceux qui ne l'ont jamais passé, effectivement, la question va se poser. Et auquel cas, effectivement, Christophe a raison. Si c'est pour repasser la formation complète en ENR, que ce soit Calipac, Calibois ou peu importe laquelle, je pense que les entreprises iront plutôt vers le système complet. Oui, d'autant qu'effectivement, les qualifs, on les conserve. Je vois, j'étais Calisol, j'y suis plus, mais on a fait toujours la formation. Je crois qu'il y a simplement petite remise à jour, c'est tout. C'est la même chose. Et là, c'était par rapport aux pompes à chaleur. Bon, il y a un développement. Et enfin, pour ma part, j'ai pas mal de demandes. Mais voilà, compte tenu du contexte, il arrive un moment où il va falloir choisir vraiment. Oui, c'est sûr. De toute façon, je pense qu'on va avoir la réponse rapidement parce que c'est une des questions qui est le plus souvent posée, hein, de toute façon. De toute façon, moi, j'imagine qu'on va avoir chez Calibat une visioconférence pour nous annoncer la mise en ligne et puis les dernières explications, parce que je sais que Calibat est en discussion. Effectivement, il y a beaucoup d'allers-retours avec les pouvoirs publics pour caler tout ça. Et je pense qu'on va avoir une visioconférence avec l'annonce. Et donc, du coup, on aura certaines d'autres réponses encore à d'autres questions qui vont arriver. Mais là, c'est vraiment en train de s'affiner en ce moment, en fait. Hein. Oui, tout à fait. OK. Les autres participants, pas de questions, pas de commentaires particuliers par rapport à tout ça? Bon, de toute façon, on va vous envoyer le support, hein, il sera envoyé et puis voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Après, tout à l'heure, un participant faisait un commentaire sur le fait que oui, c'est vrai que quand on est dans plusieurs domaines critiques, ça devient vite, ça va vite devenir un vrai gros budget. Hein. C'est pas tellement les audits, parce que le fait de se faire auditer, je pense que les entreprises, au contraire, l'appellent de leur vœu bien souvent, ces audits, pour faire la différence justement entre ceux qui savent bosser et les autres. Par contre, effectivement, étant donné le coût de l'audit, quand on est une entreprise qui cumule 2, 3 ou plus domaines critiques, oui, ça va faire des budgets quand même importants pour ces structures-là. Bah, écoutez, si personne n'a de questions, ça doit être que, Monsieur Lefebvre, vous avez été très exhaustif et très clair dans vos propos. Donc, on va se souhaiter tous une excellente soirée, voilà, en prenant soin de nous, bien sûr. Et puis voilà, sachez qu'au niveau de la CAPEB de l'Aube, votre référente, c'est toujours Annabelle, qui d'ailleurs a participé, n'a rien dit, mais a écouté et a participé à ce webinaire, pardon. Et puis pour tout ce qui va être formation, toujours Audrey et Tiffany, qui toutes les deux sont connectées également. Donc voilà, vous n'hésitez pas à les contacter pour toutes vos questions. Et puis voilà. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Eh ben non, c'est pas une question. C'est merci à tous, bonne soirée. Je vous souhaite également à tous une excellente soirée. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. On se tient au courant pour la suite des aventures. Ah, et Angelo, vas-y, Angelo, tu as levé la main. Ouais, je voulais justement clôturer en remerciant Monsieur Lefebvre. Et je pense que c'est une très bonne idée aussi de venir dans les départements avec vos deux collègues qui représentent par exemple le département, parce que je pense que c'est bien de venir aussi au contact des artisans, parce que souvent, Annabelle peut en témoigner, voilà, hein, on a des pleurs et des coups de colère pour tous ces dossiers RGE.
Et je remercie aussi aux participants qui sont venus ce soir se mêler à nous. Et merci à eux. Et puis, bonsoir à tous. Merci. Bonsoir, merci. Merci à tous, merci Angelo, merci Monsieur Lefebvre, merci aux collaborateurs de la CAPEB qui ont pris du temps également pour suivre la conférence. Et puis je vous dis à tous à très bientôt. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bonne soirée.